On a rencontré depuis le début de l'asso près de 4000 élèves dans 12 pays différents. On fonctionne beaucoup à court terme finalement dans la société actuelle. Nous, on est vraiment sur du long terme, on est sur de l'investissement dans l'humain, quoi. Et on est arrivé sur le thème justement des Noirs. Et là, j'ai un élève qui ne lâchait rien. Il était raciste. Ça ne veut pas dire que dans sa tête, ça n'avance pas en fait. Quand je suis revenue de ce tour du monde, je me suis dit, ok, j'ai trouvé ma voie, je peux pas en vivre. Parce qu'un président d'association ne peut pas être salarié. Alors on n'est plus sur une association d'intérêt général. On est parti à 10 dans chacun des pays. On a rencontré 1300 enfants pour les sensibiliser au patrimoine musical et au dialogue entre eux. Donc l'objectif, la mission de l'association, c'est de sensibiliser au dialogue entre les cultures. Bonjour Charlotte. Bonjour Antoine. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter toi à titre personnel et puis ensuite l'association aussi Constellatio? Avec plaisir. Alors moi c'est Charlotte Courtois, j'ai 34 ans, je suis basée en Bretagne mais j'ai beaucoup bougé. Moi ma passion c'est la diversité culturelle et le dialogue entre les cultures au sens large. J'ai eu la chance de pouvoir habiter à l'étranger quand j'étais adolescente mais aussi plus tard en tant qu'adulte et j'avais envie de partager ça avec les plus jeunes en particulier. J'ai une formation à la base d'école de commerce internationale. Donc, j'ai fait mes études en partie en France, à Reims et en partie à Madrid. Et après, j'ai fait un master de recherche en sociologie et anthropologie sur les relations interethniques et les migrations. Génial. Donc ça a l'air de ne pas avoir de lien comme ça, mais en réalité, il y a un lien qui est justement cette question de la diversité culturelle. Parce qu'au départ, moi, ce que je voulais faire, c'était travailler sur la gestion de la diversité dans l'entreprise. Et puis finalement, j'ai pris un autre chemin plus personnel, en tout cas plus, on va dire, imaginé et construit par moi-même. Je suis pas très fan des cases. Donc, j'aime pas quand les choses sont figées et l'avantage d'avoir suivi ce parcours-là, c'est que j'ai pu justement créer les choses comme je les imaginais, créer mon emploi comme je l'imaginais, aussi mon cadre de travail, et puis que ça peut être en fait en évolution permanente. Tu as eu des expériences de salarié avant ou tu es parti directement dans l'association? J'ai eu des expériences de salarié assez courtes et assez... c'était pas foufou. Ça s'est pas forcément très bien passé, j'ai pas eu de chance. J'ai travaillé un an en pâtisserie-chocolaterie, toujours en marketing, entre mon école de commerce et mon master. Et là, c'était extra parce que c'est un petit truc que j'ai créé, en fait, le service marketing et j'avais 20 ans et je me suis éclatée et je faisais des choses vraiment... Enfin, j'avais un peu carte blanche, en fait, donc c'était chouette. Donc, je suis pas restée. Et puis, de toute façon, je partais faire mon master. Et après mon master, j'ai travaillé 1 an et demi dans une association sur la gestion de la diversité dans l'entreprise à Paris. Et là, ça a été un peu décevant dans le sens où moi, ce qui m'intéressait, c'était la diversité culturelle, vraiment en termes d'origine, de coutumes, de valeurs, etc. Et qu'en réalité, en tout cas à ce moment-là, la diversité culturelle, c'était pas vraiment un sujet en France dans l'entreprise. La particularité, et tu sais ce que c'est, je pense. En fait, je peux être à fond si j'y crois à fond. Mais à partir du moment où je perds la confiance et le sentiment d'être traité justement, ou que les autres sont traités justement par la hiérarchie, j'ai beaucoup de mal à continuer à trouver un sens à mon boulot, en fait. Après, je pense que j'aurais très bien fonctionné en entreprise si j'avais trouvé une sorte de mentor et quelqu'un qui vraiment, en qui j'avais confiance et qui avait confiance en moi. Mais voilà, faut trouver. Je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup en tête aussi aujourd'hui, maintenant que j'ai ma propre structure. C'est vraiment une relation dans les deux sens. Et à la fois, il faut que le salarié ou le subordonné, entre guillemets, corresponde aux besoins de l'entreprise. Mais aussi, il faut que le mode de management et les valeurs de l'entreprise correspondent aux salariés. Et sans ces deux choses-là, ça ne peut pas fonctionner, quoi. C'est loin d'être évident, hein. Trouver le domaine, trouver l'entreprise, avoir la bonne relation au sein de l'entreprise. Je m'étais dit, je vais travailler pendant 10 ans, mettre de l'argent de côté, puis je prendrai une année sabbatique un jour et puis je ferai quelque chose là-dessus, quoi. Puis ça s'est fait un petit peu plus vite que prévu. Donc j'ai bossé 1 an et demi à Paris et puis effectivement, comme ça se passait pas très bien, j'ai eu envie de voir le monde. J'ai monté un projet
qui aujourd'hui a pris le nom de Polaris, qui n'avait pas vraiment de nom à l'époque, qui consistait à intervenir auprès d'enfants, donc principalement dans des écoles, mais pas que, ça peut être aussi des ONG, des centres communautaires, etc., pour leur faire écrire des histoires qui racontaient leur culture. Un mariage, une journée à l'école, un anniversaire, et il y avait un thème libre qui permettait aussi de présenter la particularité culturelle du pays, enfin une des particularités culturelles. Et puis après, il y avait toute une partie un petit peu pot pourri avec un jeu de cours de récré, une recette, une chanson, les symboles culturels. Donc tout ça, c'était vraiment les élèves qui choisissaient, qui faisaient des brainstorming, qui votaient pour choisir ce qu'ils voulaient conserver dans leur, parce que c'était monté en petit livret, donc dans leur petit livret. Et ces livrets étaient échangés entre les écoles participantes dans les différents pays. Donc tout était traduit en français, en anglais et en espagnol. Et puis imprimé et envoyé aux élèves. Et donc, pour mettre en place ce projet-là, j'ai fait un tour du monde qui a duré 15 mois. Je suis partie toute seule. Et comme l'objectif, c'était d'ancrer un peu cette démarche dans la durée et de montrer que ce n'était pas juste un one-shot et que je ne cherchais pas juste des fonds pour qu'on paye mon petit voyage. Voilà, c'était cool, j'allais sous les cocotiers, quoi. Et puis que ça avait vocation à fédérer aussi. Ouais. Même si, effectivement, quand j'ai créé l'asso, on était deux. Il y avait moi qui était présidente et il y avait ma mère qui était trésorière parce qu'il fallait au moins être deux pour créer une asso. Et donc, voilà, donc j'ai créé Constellatio à ce moment-là pour donner corps à ces valeurs et à ces objectifs, à ces projets-là. Parce que là, en fait, ça partait plus d'un projet, enfin vraiment, comme tu dis, d'un projet, un premier projet, plutôt que vraiment de créer une asso pour, je sais pas quoi. Pour ensuite monter des projets. Ouais, non, c'est parti du projet. Et encore maintenant, on fonctionne au projet. Donc, on a un thème qu'on va développer pendant 2-3 ans. En gros, 85% de l'activité de l'association au quotidien est centrée sur un projet. Vous étiez combien à gérer ça? Tu étais toute seule? J'étais toute seule. Ah. J'ai été toute seule pendant très, très, très longtemps. Et maintenant, ça a bien changé. Donc, en fait, l'association vient d'avoir 10 ans. Je l'ai créé fin janvier 2011. Et donc, comme je disais, on était deux, mais réellement sur l'opérationnel, il n'y avait que moi. Ouais. Et il n'y avait même pas d'adhérents à l'époque. Enfin, vraiment, c'était au-delà du projet, en termes de vie associative, c'était un peu une coquille vide, avec plein de bonnes intentions, mais à ce moment-là, en tout cas, c'était finalement plus une démarche personnelle. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, on a un conseil d'administration avec 6 personnes. Moi, je ne fais plus partie du conseil d'administration puisque je suis salariée depuis quelques années. Donc, on est 2 salariés. Il y a moi et j'ai également une Rosanne qui est en alternance avec moi, qui est chargée de communication d'événementiel depuis janvier là. Et on a une quinzaine de bénévoles en fonction des besoins. C'est plus du bénévolat vraiment de compétences. Parce qu'on a assez peu d'événementiel, donc c'est vraiment, ça va être sur de la traduction, de la gestion de site web, des choses comme ça. Et on a une 60aine d'adhérents par an. Mais du coup, on a rencontré depuis le début de l'asso près de 4000 élèves dans 12 pays différents. Et donc l'objectif, la mission de l'association, c'est de sensibiliser au dialogue entre les cultures. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais voilà, l'objectif en fait dans toutes nos actions, ça va être à la fois de développer la curiosité envers les autres cultures, ce qui est un peu la première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle de diversité, mais aussi d'apprendre à mieux connaître et partager et valoriser nos propres identités culturelles. Donc là, on va parler plus de transmission, de liens intergénérationnels, de liens sociaux, etc. Mais il y a toujours ces deux aspects-là qui sont sur le même plan, parce qu'on part du principe que en découvrant notre façon de vivre, on apprend à mieux se connaître et on se rend compte que ah bah tiens, toi tu fais les choses comme ça, mais moi c'est comme ça que je l'ai fait, et sans qu'on ait nécessairement avant pensé que c'était vraiment un aspect de notre culture. Et inversement, mieux on se connaît, moins on a peur de la différence et moins on va la considérer comme une menace. Donc voilà, ça c'est vraiment le cœur de la raison d'être de Constellatio, et en principe d'action fort en filigrane en fait de tout ça, on est vraiment sur un accès indifférencié à la culture. Alors c'est un petit peu galvaudé comme ça. On en parle souvent pour dire
Alors, je vais être un peu crue, mais pour dire il faut faire des choses pour les pauvres petits-enfants défavorisés. Et nous, ça nous pose un peu de problème sur l'approche parce que ça a tendance à restigmatiser ces publics. Donc, nous, on intervient aussi bien auprès d'écoles privées que d'écoles publiques, que d'orphelinats, que d'hôpitaux pour enfants, dans les bidonvilles du Cap, que en plein cœur de Mexico City, où en fait, on met vraiment tous les bénéficiaires de l'association et tous ces enfants et ces jeunes au même niveau. C'est vraiment important parce que je trouve que c'est un vrai problème. Notamment dans le milieu culturel, mais pas uniquement, en tout cas en termes de recherche de financement, que ce soit par rapport aux liens avec les pouvoirs publics, mais aussi et surtout avec les fondations. Il y a une vraie question autour de la stigmatisation de ces publics fragilisés, et pour nous, notre approche, c'est de les mettre au même niveau. Et de la même manière, l'autre grande question, c'est l'impact. On nous demande des études d'impact, etc. Bah, nous, on est sur un sujet qui est, clairement, on sème des graines. On parle de transmission de valeurs, de façon d'appréhender le monde, de construire ses opinions, et ça se voit pas dans l'instant. On lance un peu une bouteille à la mer en se disant, bah voilà, on compte sur le fait que cette graine, elle va pousser, et on est aussi conscient du fait que pour qu'une graine pousse, il faut certes la semer, mais il faut également de l'eau, du soleil, et il y a des éléments extérieurs qui sont totalement indépendants de notre volonté. Et nous, on participe à ce tout-là. Et c'est vrai que c'est compliqué quand on nous demande de montrer un impact concret social. Et on fonctionne beaucoup à court terme, finalement, dans la société actuelle. Nous, on est vraiment sur du long terme. On est sur de l'investissement dans l'humain, quoi, dans le citoyen. Et donc, voilà. Donc, ça fait partie de nos problématiques. Une anecdote, je ne devrais même pas appeler ça une anecdote parce qu'en fait, c'est hyper important. Mais j'ai travaillé dans le cadre de l'association en Tunisie pendant un an dans une école primaire privée, CE2, CM1, CM2, en classe pendant un an. Donc, je les avais 2 heures par semaine et j'avais carte blanche. Et donc, j'ai travaillé notamment sur le racisme et sur les stéréotypes et les préjugés avec la classe de CE2. Et alors, en Tunisie, il y a des très, très gros problèmes de racisme envers les Noirs. Et donc, et puis alors, c'est un pays rigolo parce qu'il y a énormément de stéréotypes. Donc, pour rappel, les stéréotypes, on les a tous. C'est attribuer certaines caractéristiques à une classe de population, et en fait, on en a besoin pour faire face. C'est une réaction naturelle pour faire face à la potentielle adversité. En fait, on est obligé de savoir comment réagir face à telle ou telle chose. Les préjugés, c'est quand on base notre jugement sur ces stéréotypes sans les remettre en cause, sans les remettre en question, et sans connaître la personne finalement avant de lui attribuer tout ça. C'est ça, c'est une réaction à un inconnu en fait. Exactement, tout à fait. Et donc le stéréotype, c'est naturel, mais par contre, on est des êtres humains, on a un cerveau, et justement, ce qui va nous différencier, ça va être de dire on est capable de faire un pas en arrière pour analyser ça et pour se dire attends, non, c'est plus compliqué que ça. En gros. Et donc, j'ai travaillé avec les élèves qui avaient à peu près 8 ans, tu vois, à ce moment-là, sur cette question-là. Et en Tunisie, il y a des stéréotypes, pardon, de toutes les régions. Mais même par ville, quoi. C'est assez impressionnant. Les Sfaxiens sont des radins. Donc, il y a des sujets de discussion, quoi. Et donc, on a discuté de tous ces sujets-là, et ils ont bien compris, et ils ont bien assimilé, etc. Et on est arrivé sur le thème, justement, des Noirs. Et là, j'ai un élève qui ne lâchait rien. Il était raciste. Sauf que, honnêtement, un enfant de 8 ans qui est raciste, c'est que ça vient pas de l'enfant. Mais c'est compliqué de dire à un enfant, bah, tes parents, ils disent de la merde. T'as dit que j'avais le droit de jurer. Non, mais voilà. Donc, et toute la classe s'y est mise à essayer de lui faire comprendre et dire, et puis c'était vraiment à dire, on lui disait, mais t'imagines si t'allais en France et que t'étais le seul arabe dans la classe et que du coup les autres voulaient pas jouer avec toi, tu trouves que ce serait normal? Et il disait, oui, ce serait normal. C'était à ce point-là, quoi. Et je suis ressortie de cette classe, mais démoralisée, à me dire, mais si j'arrive pas à avoir un impact sur un sujet aussi important, sur un enfant de 8 ans, mais à quoi ça sert, quoi? Et donc ça, c'était un jeudi, je travaillais pas le vendredi, et je suis revenue à l'école le lundi. Et la professeure de français m'a fait venir et elle a dit, Ahmed,
dis à mademoiselle Charlotte ce que tu as raconté au reste de la classe. Et là, il me dit, bah, en fait, dans la résidence dans laquelle j'habite, il y a un gardien. Et il m'a proposé de jouer au ballon avec lui ce week-end, mais il était noir. Et j'ai dit oui. Ah, c'est trop Et bien. en fait, Trop et bien. en fait, il était gentil. Ouais. Et là, encore à raconter maintenant, j'en ai Ah, mais des c'est frissons, quoi. Mais donc voilà, là, j'ai eu la chance d'avoir ce retour-là, mais j'aurais pu aussi bien ne pas l'avoir du tout. Et ça ne veut pas dire que dans sa tête, ça n'avance pas, en fait. Ouais, Donc, mais ça, il y a le moment où voilà, il est confronté à l'information, entre guillemets, et après, se passe la nuit, enfin voilà, il réfléchit là-dessus inconsciemment et ça évolue, quoi. et c'est confronté à une réalité, à un quotidien, et du coup, il fait des liens. Et puis, il faut vraiment dire qu'on sous-estime l'impact en termes d'éducation qu'ont les enfants sur leurs parents. Donc, tu t'es lancé au tout début, seul, tu disais, donc c'est sous format associatif. Et comment tu as fait justement pour te lancer au tout début, justement, est-ce que tu avais des financements? Comment tu as fait? Alors, au tout début, moi, dans mon projet, quand j'ai mené le projet Polaris avec le Tour du Monde, je n'étais pas salariée. Donc, j'avais vraiment pris finalement cette année sabbatique, un peu plus d'ailleurs, mais je l'avais prise en fait à ce moment-là. Donc, en fait, j'avais un budget prévisionnel qui concernait uniquement les dépenses de cette année-là, qui incluait quand même, tu vois, nourriture, hébergement, dans les cas où il fallait un hébergement, mais généralement, je me faisais héberger sur place dans les familles, etc. Et puis, il y avait la partie graphisme des livrets et impression des livrets et l'envoi, évidemment. Donc, voilà, c'était vraiment purement du projet et bah, du coup forcément beaucoup de frais de déplacement parce qu'en fait comme on est sur un sujet qui est immatériel, j'avais pas besoin de grand chose comme matériel pour intervenir dans les classes. C'était vraiment billet d'avion, hébergement, nourriture. Donc en fait moi j'ai lancé le projet au départ parce que j'ai découvert qu'il y avait des bourses pour les projets de jeunes. Alors je crois qu'à l'époque ça devait être des Défi Jeunes ou des Clics Jeunes ou un truc comme ça. Et donc je m'étais dit mais en fait ce projet je suis pas obligée d'attendre 10 ans. Comme je disais tout à l'heure. Bon, au final, j'ai pas eu ces bourses. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, en découvrant les bourses et en montant un dossier de bourse, bah, tu concrétises la chose. Tu vois, à partir du moment, et moi, je le dis à beaucoup de porteurs de projets, c'est écrit. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu commences à mettre à plat, c'est beaucoup plus difficile de faire marche arrière, en fait. Et puis, tu te rends compte des questions qu'on pourrait te poser, des endroits où il y a des creux, mine de rien, bourse ou pas bourse. Tu es obligé de trouver des financements variés. Nulle part, tu trouveras un financement qui va prendre en charge. C'est clair. Et donc, bah, j'ai démarché en parallèle pour des subventions. J'ai fait une campagne de financement participatif à l'époque sur KissKissBankBank. Et puis finalement, j'ai pas eu la bourse. Mais par contre, j'ai eu Quand je regarde en arrière, je me dis j'ai eu vraiment beaucoup de chance que j'ai été financée par une fondation d'entreprise. Je rentrais même pas totalement dans les cases sur leur statut, mais ils ont eu un coup de cœur pour le projet. Trop bien. Et donc, ils ont quand même pris en charge la moitié du budget. Donc, un budget global de mémoire 22 000 euros. Et donc, ils ont pris en charge plus de 10 000 euros. Notamment le graphisme des livrets sous forme de mécénat de compétences. C'était bon, quoi, je pouvais y aller. Et moi, j'avais mis de l'argent de côté aussi, pas mal. J'ai dû apporter peut-être 7 000 euros de ma poche. Plus j'ai dû collecter 2 000 euros sur Ulule, de subventions, quelques dons, enfin voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Trop bien. Et pour les fondations, juste pour creuser un peu plus, tu avais ton dossier que tu avais déjà préparé pour la bourse, mais que tu as utilisé différemment du coup. Et hop, tu l'as présenté à un listing que tu avais de fondations, d'entreprises, Ouais, et encore, c'est compliqué parce que quand tu n'as pas des contacts dans le domaine, généralement, tu n'as pas des contacts directs des fondations, tu es obligé d'attendre des appels à projets, etc. Et ce qui avait fonctionné, et ce qui fonctionne toujours pour nous, c'est qu'en fait, il y a des fondations, il y en a de plus en plus d'ailleurs, qui ont des appels à projets collaborateurs. Donc, en fait, ce sont les collaborateurs qui viennent présenter les associations dans lesquelles ils sont impliqués ou qui soutiennent, ou voilà. Et donc là, ça a été présenté par effectivement une collaboratrice de l'entreprise et c'est comme ça que ça s'est fait. Et encore aujourd'hui, finalement, nous, dans nos recherches de fonds, ce qui fonctionne le mieux, c'est ça.
Ouais. Ce sont les gens qui, auprès de leur boîte, disent, regardez, il y a cet asso, moi je suis impliquée dedans, j'y crois, il faut les soutenir. Et vous avez quoi d'autre aujourd'hui comme source de financement? Enfin, comment vous fonctionnez aujourd'hui par rapport à ce moment-là? Bah, c'est toujours un peu pareil. C'est que ça s'est développé hein, en fait, donc je vais pas mentir, très compliqué Ouais. financièrement. Déjà, monter une structure, c'est compliqué. Ouais. Une structure associative, clairement, ça rajoute une couche de difficulté parce qu'en plus, il y a de moins en moins de financement public, etc. pour les associations. Et en plus de ça, une association culturelle. Donc, on est sur des sujets qui sont certes connus et soutenus, mais de moins en moins. Et en plus, en termes de financement privé, donc mécénat, fondation, etc., il y a une tendance qui fait que de plus en plus d'entreprises décident de financer des projets qui sont en lien avec leur cœur de métier. Donc, sur la culture, c'est rare, à moins de tomber, à en avoir Cultura ou des entreprises comme ça qui bossent vraiment sur la culture, mais c'est quand même une minorité d'entreprises. Ouais. Et puis, on est beaucoup sur du financement à l'éducation artistique ou à la pratique artistique. Et nous, on est sur du patrimoine culturel immatériel. Donc, enfin, voilà, on n'est pas du tout, on n'est pas sur ces sujets-là. Et voilà, je disais tout à l'heure que je n'aimais pas les cases. Bon, les cases ne m'aiment pas non plus. Hein, ça ne passe pas, j'arrive pas à rentrer. C'est systématiquement, quand on a un projet, des campagnes de financement participatif. Donc, on est passé sur Ulule maintenant, qui a l'énorme avantage de développer la communauté, de faire parler du projet, d'impliquer les gens, de communiquer sur ce qu'on fait. Donc là, par exemple, sur le projet Ursino, qui est notre projet actuel autour de la cuisine, on a collecté 17 000 € en financement participatif. Et sur le projet précédent, l'IRA, sur les musiques traditionnelles, on avait collecté 15 000 €. Après, il y a les financements privés, donc d'entreprises, on va dire. Donc mécénat, soit direct, soit par des fondations ou des fonds de notation. Même si, du coup, nous, pour l'instant, on n'a pas encore eu de fonds de dotation, mais c'est très compliqué, encore une fois, parce que les fondations ont des axes de travail et que quand on ne rentre pas dans ces axes, en fait, on nous demande d'être innovant, mais quand même de rentrer dans les cadres. Et ensuite, il y a tout ce qui est public. Donc, voilà, la ville, le département, la région, qui permet de prendre en charge une partie des frais liés aux salariés. Il faut savoir aussi, c'est dans la recherche de un autre obstacle, c'est qu'en général, les financeurs veulent financer le projet en tant que tel, donc l'opérationnel, le matériel, et pas les frais de fonctionnement. Sauf qu'en fait, un projet, il ne peut pas vivre sans qu'il y ait une personne salariée derrière, ou alors pas au même niveau, une personne salariée, des frais de déplacement, en fait, ça fait partie du truc. Donc, c'est très difficile d'obtenir un financement qui soit vraiment fléché sur les frais de fonctionnement. Je vous dis un élément important qui est, en fait, on mène des ateliers pédagogiques qui sont facturés, qui sont commandés par des structures, des écoles, des MJC, des lycées français à l'étranger, etc. Ça, ainsi que la vente. On a publié un livre dans le cadre de notre projet précédent qui s'appelle Le fabuleux voyage d'Arwen. Et pareil, la vente du livre permet de... Ça, c'est le livre qu'on a publié dans le cadre du projet Lyra sur les musiques traditionnelles qui s'appelle Le fabuleux voyage d'Arwen. On a eu la chance d'avoir un super partenariat avec l'éditeur qui a accepté qu'on en achète un certain nombre à prix coûtant. Est-ce que tu peux aussi me réexpliquer un petit peu l'organisation de l'association? Parce que comme tu disais au début, tu étais toute seule, tu avais inclus ta maman au projet en tant que trésorière. Et comment ça a évolué quand l'association a grandi au fur et à mesure? L'organisation était différente. Toi, du coup, tu dois laisser la main un petit peu à l'association. Tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, plus le fait que tu passes salarié? Il y a vraiment eu un moment charnière dans l'association. Donc j'ai créé l'asso en 2011. On était deux. Pendant plusieurs années, il n'y avait même pas d'adhérents. Moi, ça a été un peu dur parce que quand je suis revenue de ce tour du monde, je me suis dit, OK, j'ai trouvé ma voie. Je ne peux pas en vivre. Parce qu'un président d'association ne peut pas être salarié. Ou alors, on n'est plus sur une association d'intérêt général, enfin, en tout cas, une association à but non lucratif. On passe sur une association éventuellement commerciale. Je suis partie 1 an en Tunisie où j'ai travaillé effectivement dans une école primaire. Et je suis revenue en France et je voulais faire autre chose. Je voulais faire un doctorat. Donc, j'avais été acceptée dans une université. Et j'avais fait des demandes de bourse, mais il y avait plusieurs mois d'attente avant d'avoir la réponse. Et je savais que de toute façon, moi je suis rentrée en France au mois de juin, et de toute façon la rentrée scolaire c'était au mois de mars de l'année suivante. Donc je me suis dit, je vais en profiter pour monter un projet. Voilà. C'est là que j'ai monté le projet Lyra sur les musiques traditionnelles. Et finalement, je n'ai pas eu
les bourses, donc je n'ai pas fait de doctorat. Le projet Lyra s'est super bien passé. En résumé, c'est un projet qui sensibilise les enfants à la diversité via les musiques traditionnelles. Donc j'ai réuni des musiciens bretons, tunisiens et indiens qui jouaient ensemble et avec lesquels j'intervenais dans des écoles. Ou, enfin voilà, encore une fois, et dans un hôpital pour enfants. Enfin, voilà. Et le courant est hyper bien passé entre les musiciens. Clairement, les enfants ils étaient vraiment fascinés, passionnés. Enfin voilà, les enseignants pareil. Et moi, j'ai eu la réponse à ce moment-là, comme quoi j'allais pas pouvoir faire le doctorat. Okay. Et au même moment, j'ai découvert qu'il existait des contrats aidés. Donc le contrat aidé, il y en a de moins en moins. C'est voué à disparaître. Mais c'est donc Pôle emploi qui prend en charge une partie du salaire pendant un temps donné, donc en général 1 à 2 ans, pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc moi, à ce moment-là, ça faisait 2 ans que j'étais au RS. Et donc j'étais éligible. Donc en fait, pendant 2 ans, je pouvais avoir 95% de mon salaire. 95%, je crois, de mon salaire qui était pris en charge par Pôle emploi. Je me disais, mais en fait, peut-être que je pourrais en vivre. Et donc j'ai quitté la présidence de l'association. J'ai recruté un conseil d'administration parmi mes proches, parmi les personnes qui connaissaient l'asso. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de la même manière, pour respecter la gestion désintéressée de l'association, on n'est pas censé avoir de membres de notre famille dans le CA quand on est salarié. D'accord. Ouais. Dans la jurisprudence, je crois qu'ils acceptent 1/4 maximum du CA. Mais donc, donc, ma mère a quitté également le CA à ce moment-là. Et en fait, je me suis entourée de personnes qui croyaient en projet associatif, qui croyaient en moi. Et en fait, comme c'était que des proches, c'était aussi des personnes qui me faisaient confiance et qui savaient ce que je faisais depuis le début et qui savaient où je voulais aller. Et qui, voilà. On n'a pas du tout... En fait, à ce moment-là, on n'est pas du tout passé sur un côté hiérarchique. C'était vraiment... entre guillemets, je sais pas, un groupe de confiance, voilà, de soutien en fait, plus qu'une hiérarchie. Donc voilà, et en fait au même moment, on a ouvert les adhésions. Et donc c'est là que l'association a commencé à réellement se construire en termes de communauté. Donc à l'époque, on avait 5 membres du conseil d'administration, maintenant on en a 6. Ça devrait évoluer. Et on a de plus en plus d'adhérents, même si ça reste... en gros, on est passé d'une vingtaine d'adhérents, une trentaine, quarantaine d'adhérents, et là, on a une 60aine depuis quelques années. Donc voilà comment ça s'est fait. Et donc, en fait, moi, j'étais salariée, ce qui m'a permis de monter le projet Lyra pendant 2 ans. Et à la fin du projet, c'était très, très compliqué financièrement, ce projet-là. Entre autres parce que comme d'habitude, je m'étais lancée dans un truc super ambitieux et bon, qu'on a réussi à faire, hein, mais qui était très ambitieux pour une structure qui avait encore toutes ses preuves à faire. Hein. Et puis pour moi, qui avait toutes mes preuves à faire également, puisque c'est pas comme si j'avais géré déjà une structure avant de créer mon asso. Je n'avais jamais fait partie d'une association, donc je savais même pas comment ça marchait. Je me lance dans des choses parce qu'il faut qu'elles soient faites, parce que j'ai une vision, je me dis il faut que ça prenne vie. Et puis si je connais pas, c'est pas grave, j'apprends et je m'entoure de personnes qui sont expertes ou qui vont apporter des choses. Et c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Mais voilà, ma force, et je pense la force de beaucoup de porteurs de projets, elle se trouve là, dans la capacité à aller chercher l'info, à apprendre, à se challenger, à s'entourer aussi, c'est hyper important. Ça, le projet Lyra a été exceptionnel, et donc on était 10 en tout. Il y avait les 6 musiciens, donc 2 de chaque pays, l'illustratrice du livre, un ingénieur son et un réalisateur, et moi. Et donc on est parti à 10 dans chacun des pays. On a rencontré 1300 enfants pour les sensibiliser au patrimoine musical et au dialogue entre les cultures. Et on a été rejoint par la comédienne Bérénice Bejo, qui donc, en fait, que j'avais contactée pour qu'elle soit narratrice du livre. Et le courant est tellement bien passé que je lui ai proposé de devenir la marraine du projet Lyra. Et quand le projet Lyra a pris fin, elle est devenue la marraine de l'association. Trop bien, trop bien. Voilà. Donc ça a vraiment été un projet particulièrement fédérateur, quoi. Est-ce que tu as des anecdotes, j'imagine? C'est extra parce que
Tu vois, il y a une phrase qui me trottait dans la tête tout le temps quand j'ai monté l'asso. C'était une phrase d'André Malraux qui disait: les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais pour être vécues. Et donc, il y a vraiment ce côté-là qui est fascinant la position d'entrepreneur. En fait, j'ai toujours pensé que j'étais pas du tout créative parce que j'étais pas artiste. Alors qu'en fait, la créativité, elle n'est pas juste dans l'art. Il y a plein de façons d'être créatif. Moi, dans mon entourage, en fait, je n'ai que des personnes salariées. Il y a vraiment, il n'y a pas de libéraux, il n'y a pas d'entrepreneurs, il n'y a pas d'artistes, je n'ai que des personnes salariées. Et du coup, pour ma famille et particulièrement pour mes parents, ça a été compliqué de comprendre qu'après une école de commerce, je me lance dans un truc hyper financièrement instable, en fait, et voilà, avec un manque de sécurité financière. En fait, à partir de cet événement à l'Institut du Monde Arabe où j'ai eu justement ma famille qui était présente, à partir de ce jour-là, j'ai plus aucune remarque comme ça et je pense que ça a été une prise de conscience, mais finalement à la fois pour eux, pour l'association, les membres de l'association en général et pour moi, que bah ouais, c'était du sérieux, quoi. Tu faisais appel à des organismes, à d'autres personnes qui avaient déjà créé des associations pour t'aider? Pas forcément beaucoup de personnes qui avaient créé d'autres associations, même si honnêtement, faites-le. Maintenant, je le fais plus, mais je le faisais pas avant. Est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui voudraient créer leur propre asso, se lancer dans un projet un peu comme ça, engagé? Est-ce que tu as des conseils pour eux? C'est un élément qui est hyper important pour l'entrepreneuriat, c'est la vulnérabilité. Et on n'en parle pas assez. Et quand on regarde les parcours des autres, on a l'impression que tout le monde gère trop bien et qu'ils ont trouvé des solutions à leurs problèmes tout de suite, etc. Alors que je ne pense sincèrement pas que ce soit le cas. Moi, par exemple, j'ai fait un burn-out avec le projet Lyra, justement. Les 70 heures par semaine, c'est pas une bonne idée. Mais j'avais l'impression qu'il n'y avait que moi dans cette situation, quoi. Et là, maintenant, je travaille dans un espace de coworking avec des gens qui ne sont pas du tout dans le domaine associatif, qui ne sont pas du tout sur la culture. Mais je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui sont dans ce cas-là. Plein de personnes qui ont changé de voie justement parce qu'ils ont fait un burn-out dans leur boulot. Et en fait, il faut savoir se montrer vulnérable, il faut savoir demander de l'aide, c'est hyper important. Mais franchement, dans la vie d'entrepreneur comme dans la vie de tout court, il faut savoir demander de l'aide parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche. On ne peut pas tout faire tout seul, c'est pas possible. Donc sachez vous montrer vulnérable, sachez demander de l'aide à votre entourage, vous entourez de personnes qui vous boostent aussi. Parce que on a plein de doutes en tant qu'entrepreneur, et quand les autres ont des doutes et qu'ils nous les soumettent et que c'est à nous en plus de les rassurer, alors que déjà nous on n'est pas rassurés, il faut vraiment arriver à s'aménager un espace safe, un endroit où on est avec des gens qui sont juste à l'écoute et qui sont juste en train de booster et pas de dire ouais, tu te rends compte quand même, là c'est chaud quand même. Bah ouais, je m'en rends compte quand même, je suis déjà en train de flipper. Et puis de persévérer, je sais que ça fait un peu bateau, hein, tout le monde dit ça, mais si vous y croyez vraiment et que vous n'êtes pas complètement à côté de la plaque parce que vous n'avez aucune idée de comment se passe le marché ou je ne sais quoi, parce que ça, ce sont des éléments évidemment à prendre en compte, mais en même temps, moi je n'ai pas fait d'études de marché quand j'ai monté mon asso, hein, c'était au feeling un petit peu qu'on arrive à aller chercher autour de soi les soutiens qu'il faut et à se mettre en lien et à pas chercher à faire un truc tout seul parce qu'on ne vit pas seul, c'est pas possible, sinon on serait pas dans une société. Il faut pas lâcher, quoi. Et c'est clair qu'il y a des obstacles sur le chemin, mais ça fait partie du jeu, quoi. Après, c'est très difficile aussi de savoir, moi, ça a toujours été mon grand questionnement, c'est où se situe la limite entre la persévérance et l'obstination. C'est de savoir dire, ok, non, là, j'ai besoin de pas bosser ou de faire une pause ou de bosser moins ou de bosser d'ailleurs. On a cette chance en tant qu'entrepreneur d'avoir une énorme flexibilité et une énorme liberté, autant en termes vraiment purement physique, mobilité géographique, etc., qu'en termes de temps. Et pendant longtemps, je me disais, oh là là, je peux travailler 35 heures cette semaine, la loose. Il n'y a rien qui dit que pour réussir dans la vie, il faut travailler au moins 35 heures, quoi. Donc c'est important de trouver son équilibre, ce qui nous convient. Et moi, je sais que j'ai un mode de fonctionnement qui est particulier, je suis facilement distraite. J'ai des gros coups où je suis hyper efficace et des coups, au contraire, les coups où je suis pas efficace et où je suis bloquée devant mon ordi, tant pis, je rentre chez moi et je fais autre chose et je serai plus efficace après parce que c'est peut-être aussi un temps où mon cerveau il a besoin d'analyser les trucs et de digérer tout de son côté, quoi. Mais il faut savoir
faut savoir s'écouter parce qu'on ne devient pas entrepreneur pour se refoutre la pression qu'on avait en tant que salarié, quoi. C'est quand même dommage. Donc, Et est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure cette belle interview? un mot de la fin, et ben bon courage. Et chaque parcours est différent. Donc voilà, trouvez votre chemin et ce qui vous convient et la manière dont vous voulez faire les choses. Profitez de cette liberté-là. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Charlotte. Bah, avec plaisir.